Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin, et par avance, bonsoir à ceux qui vont nous écouter tout à l'heure à 21h30. Alors, je vous dis les choses, j'ai retrouvé Sandrine ce dimanche, c'est déjà ça, non pas que il y a 15 jours ce soit mal passé, mais c'est quand même un visage plus agréable qu'un gros viril. Donc, je suis quand même tout seul. Je crois que c'est le dernier dimanche où je suis tout seul, parce qu'Olivier Figueras et Sophie seront là dans 15 jours pour la prochaine émission. Aujourd'hui, nous allons, à la différence de la semaine prochaine, d'il y a 15 jours exactement, où nous avions fait une petite promenade irlandaise avec des gigs, avec des rilles, avec des choses qui nous emportaient vers l'île verte. Cette semaine, nous allons traiter d'un sujet plus difficile, je vous le promettais depuis longtemps, puisque je devais avoir cet invité, Monsieur Morel, Yves Morel, je devais l'avoir il y a 15 jours, et, signe des temps, il avait été cambriolé. Bonjour Monsieur Morel. Bonjour. Alors, ça c'est bien finalement, vous êtes sorti de vos ennuis. Oui, finalement, ma foi, tout s'est réglé au mieux et ça fait déjà partie du passé. Bon, alors, je vous reçois aujourd'hui pour un livre tout à fait important, et je crois que c'est le premier de ce genre. C'est le premier à mon sens, en tout cas. Je ne suis pas un grand spécialiste des sciences d'éducation, de l'école et toutes ces choses-là, mais ce thème ainsi traité, Pétain et l'école, théories et réalités 1940-1944, c'est à mon sens la première fois que c'est traité ainsi. Alors je le dis tout de suite, ce n'est pas un livre angélique qui nous dirait que Pétain est arrivé comme Zorro sur son grand cheval blanc et que l'école a été formidable. Ce n'est pas un livre pamphlétaire disant que Pétain était un abominable salopard et quand il est arrivé l'école ça a été encore pire. C'est un livre mesuré. J'aimerais quand même, avant que l'on vous présente, vous êtes diplômé de l'IS, on dit L'ES, l'École des hautes études en sciences sociales. Oui, voilà, effectivement. donc docteur lettres de cette école, grande école. Vous avez un DEA, diplôme d'études approfondies des sciences de l'éducation. Oui, Vous avez été professeur d'histoire. Vous avez travaillé dans divers services académiques. tout à fait, oui, Hein, tout à fait. donc vous étiez dans le secret, dans le sérail, vous baigniez dans cette Bastille imprenable. Oui, tout à fait. Même par le maréchal Pétain, ça a été... Bon, ça, il n'a pas pu l'apprendre. Alors, vous avez une thèse sur Charles Seignobos face à ses contradicteurs. Alors, je dois avouer que je n'ai découvert Charles Seignobos, le nom me disait quelque chose, qu'en lisant le titre de votre thèse. Alors, c'est un historien. Oui, c'est un historien essentiellement connu pour son œuvre de méthodologiste. Et il a exercé une influence certaine à l'extrême fin du 19e siècle et au début du 20e. Il a été très critiqué par la suite par l'école historique des Annales, qu'il a fortement remis en question, en particulier Lucien Febvre, a été extrêmement critique, férocement critique à son égard. D'où le titre de votre thèse, face à ses contradicteurs. Voilà, tout à fait. Vous êtes l'auteur d'une histoire du radicalisme, Oui, hein, oui. Histoire et avenir du radicalisme en France, qui a été publié chez Virgule Consulte oui. en 2009, et de deux ouvrages consacrés véritablement à la crise de l'institution scolaire, l'idéal scolaire français de l'utopie à l'entropie, Tout à fait. qui a été publié en 2007 chez Bélier, Oui, et la fatale perversion du système scolaire français, publié en 2011 chez Via Romana. tout à fait. Et aujourd'hui, vous venez nous voir pour une somme, je n'ai pas peur d'utiliser le mot, Pétain et l'école, théories et réalités, 1940-1944, publié dans la collection Xénophon à l'atelier Faut le faire. Nous donnerons toutes coordonnées utiles pour se procurer ce livre en cours d'émission, nous y reviendrons. Vous le savez, je vous donne souvent l'atelier Faut le faire, c'est atelier faut le faire, folfer.com, et vous auriez tout ce qu'il faut. Mais on donnera tout à l'heure l'adresse et le prix de ce livre. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre qui peut donner matière à controverse? Oui,
À vrai dire, je ne suis pas le premier à traiter ce genre de sujet. D'éminents historiens se sont déjà consacrés à l'étude du... Oui, mais dans le cadre d'une étude plus large, parfois, de Vichy. Oui. Parce que là, c'est très spécifiquement, c'est très ciblé, là. Mais par exemple, il y a certains auteurs importants comme Jean-Michel Barrot qui a écrit un certain nombre d'articles et de livres sur Vichy contre l'école de la République, par exemple. Il y a d'autres auteurs. Alors là, Agnès Corsi-Debray qui a écrit un ouvrage sur Carcopino. Il y a d'autres auteurs encore qui se sont consacrés à ce genre d'ouvrage, ce genre de sujet. Pierre Giolito a écrit un ouvrage sur la jeunesse française sous Vichy. Oui. Et bon, je pourrais en citer d'autres. Donc, le sillon était déjà tracé, mais c'est souvent les titres que vous avez donnés montrent bien que c'est souvent des histoires à charge. Vous avez cité Barrot, vous avez cité Barrot, vous avez cité Giolito. C'est pas non plus un ami de l'État français. On aurait pu citer Rémy Andourzel, la Révolution nationale contre l'école républicaine, etc. Oui, alors voilà ce qui me distingue de ces auteurs, c'est que, comme vous dites, ce sont des auteurs qui instruisent à charge contre le régime de Vichy. Non sans raison parfois. Oui, non sans raison, oui, tout à fait. Et ce sont ça peut être des auteurs comme Jean-Michel Barrot qui insistent sur le caractère rupteur de l'école de Vichy par rapport à l'école républicaine. L'école de Vichy a été une tentative de sape et de destruction de l'école républicaine, selon eux. Ou alors, ce sont... Si on est plus gentil, on dira une tentative de réforme. Oui, une tentative de réforme. Ou alors, il y a d'autres auteurs, plus nombreux, ceux-là, et plus anciens, comme Antoine Prost, par exemple, ou d'autres comme Pierre Giolito, qui, eux, insistent au contraire sur la continuité. À les en croire, à les lire, il n'y a pas eu véritablement de rupture entre Vichy et la République. Et un ministre de Vichy comme Carcopino, le plus connu de tous, a finalement poursuivi l'œuvre de l'institution scolaire de la République et a consolidé l'institution scolaire républicaine. Alors moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que en fait, il n'y avait eu ni continuité ni rupture à proprement parler, et que le régime de Vichy aurait pu être l'occasion de constituer, de refonder notre institution scolaire, que les idées dans le camp de Vichy, dans le camp de ce qu'on appelait la droite nationale, avant Vichy et pendant Vichy ne manquaient pas, mais que pour des raisons qui tiennent au contexte de la guerre, qui tiennent à l'occupation, qui tiennent à la pression allemande et qui tiennent au fait que la guerre évoluait et que le sort des armes changeait de camp, pour des raisons aussi de division dans le personnel de Vichy, qui regroupait des gens extrêmement différents. Il y avait des maurassiens germanophobes, on avait des collabos pro-allemands, oui, des nationalistes révolutionnaires fascisants, résolument collaborationnistes et pro-allemands. On avait des technocrates, on avait des pragmatiques comme Laval. Tous ces gens ne s'entendaient pas, tous ces gens se disputaient le pouvoir. Ils étaient unis au début en 1940 par la force des choses, et en raison de toutes ces contradictions et de tout ce contexte d'occupation du pays et d'évolution du second conflit mondial, eh bien, le régime de Vichy n'a pas pu accoucher d'une politique scolaire définie et cohérente. Et donc, il n'a pas pu accomplir une œuvre durable. Voilà ce que j'ai voulu montrer, et j'ai voulu insister sur
la différence, le décalage qu'il y avait entre les théories de la droite nationale en matière scolaire, qui ne manquaient pas, qui étaient abondantes, et la réalité politique de 1940 qui fait que ces théories, finalement, n'ont pas pu être exploitées et n'ont pas pu donner matière à un projet politique scolaire cohérent. Voilà ce que tel a été mon propos. Votre but qui est très largement atteint. J'ai appris, je croyais connaître beaucoup de choses. J'ai découvert des choses extraordinaires. C'était un panier de crabes aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça, les gouvernements sont souvent des paniers de crabes. Mais celui-ci, dans des conditions particulières. Oui, celui-ci, le régime de Vichy est un régime improvisé, constitué dans l'urgence. Et qui regroupait les tendances les plus diverses de la droite nationale et même d'une partie de la gauche. Il ne faut pas oublier que... Des syndicalistes. Une partie de la SFIO, autour de Ludovic Oscar Frossard et de Paul Faure, a été vichiste. Oui. Et des syndicalistes comme René Belin de la CGT se sont ralliés aussi au gouvernement de Vichy. Donc, ce sont des gens qui, en fait, n'avaient pas du tout le même héritage idéologique, intellectuel, moral et politique, qui ne pouvaient s'entendre sur rien et qui, associés par la force des choses, ne pouvaient pas accoucher d'une politique cohérente. Au mieux, le régime de Vichy ne pouvait être qu'un régime d'attente, finalement. Oui, mais je me suis efforcé de ne pas prendre position ni pour ni contre Vichy. Non, c'est une description clinique, et à quelques égards, on sent quand même l'universitaire chez vous, parce que c'est un travail universitaire aussi, mais de vulgarisation. Je voudrais pas que les gens aient peur quand je dis ça. C'est un travail qui se lit tout à fait. D'abord parce que il y a un bon découpage en chapitres et en sous-chapitres qui rend la lecture tout à fait claire. Nous allons progresser. Alors, d'abord, vous savez qu'il faut qu'on s'identifie. Vous êtes à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, dans le cadre du Libre Journal de la Promesse. Et je reçois ce matin Yves Morel pour un livre tout à fait intéressant et important, Pétain et l'école, théorie et réalité, 1940-1944. Vous avez peut-être remarqué que j'ai la gorge prise, une voix de rogome, disait ma grand-mère. Alors, on va mettre une petite musique de quelqu'un qui avait la voix aussi prise que moi, et on se retrouve. On se retrouve, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et que nous recevons ce matin Yves Morel pour son livre « Pétain et l'école, théories et réalités, 1940-1944 », publié à l'atelier Faut le faire. Alors, nous avons dit qu'il y avait des hommes, la critique de l'école républicaine ne date pas de 1940, elle date de bien avant, bien sûr. Avant, oui. Mais un des points principaux, peut-être, un des soucis principaux, c'est quand même la formation, la réforme de la formation des maîtres, parce que tout part de là. Oui, absolument, oui. Alors, comment Vichy, comment l'État français envisage-t-il de réformer la formation des maîtres de l'école unique à l'école nationale, en quelque sorte? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que autrefois, sous la Troisième République, la formation des maîtres était totalement déconnectée, totalement coupée de la formation des autres enseignants. Les maîtres étaient recrutés au sortir de l'école primaire, parmi les meilleurs éléments. Bon, ils passaient le concours d'entrée à l'école normale et ils suivaient leur scolarité post-primaire et leur formation à l'école normale départementale de leur département, qui leur inculquait, disons, une culture primaire supérieure. Oui. Et qui leur donnait une formation professionnelle en 4 ans. Mais
cette formation était totalement étrangère à l'université. Les instituteurs ne goûtaient absolument pas la culture académique des lycées et des facultés. Bon, on leur enseignait quelques rudiments de latin, quelques rudiments d'une langue vivante, mais ça n'allait pas plus loin. Et on les éduquait, on les formait suivant une éthique fondée sur la sociologie durkheimienne. Alors, dites un petit mot de Durkheim, philosophe oublié de nos jours. Durkheim est un sociologue de la fin du 19e siècle et du début du 20e, qui a fondé une sociologie de type positiviste, fondée sur l'étude rationnelle des faits sociaux, les faits sociaux étant considérés comme des phénomènes physiques en quelque sorte, étant considérés comme des choses. Il disait qu'il fallait traiter les faits sociaux comme des choses, en dehors de toute préoccupation morale, en dehors de toute transcendance morale. Mmh. Et son souci consistait à créer un type d'éducation capable de donner à la France, à la République, des citoyens éduqués suivant une morale laïque, une morale sans transcendance. Une éthique sociale, on va dire. Oui, une éthique sociale, mais dépourvue de transcendance. Oui. Et l'école devait être le creuset de cette éducation. Alors, évidemment, ça donnait quand même une certaine cohérence, une certaine morale de solidarité. C'était un peu la sociologie durkheimienne, la morale durkheimienne était un peu le pendant philosophique, disons le pendant sociologique du solidarisme de Léon Bourgeois. Bon, c'était la justification philosophique de la République, certes, mais ça ne résolvait pas le problème de la cohésion sociale dans la mesure où la République l'école républicaine est fondée sur la promesse de l'émancipation de tous par le savoir. Or, l'émancipation de tous par le savoir, c'est une chose, mais l'école prétendait instaurer l'égalité de tous les citoyens. Et un des fondateurs de l'école républicaine, qui s'appelle Ferdinand Buisson, un des fondateurs de l'école primaire ferriste, directeur de l'enseignement primaire de 1879 à 1896. Ferdinand Buisson a lui aussi insisté sur la fonction que selon lui l'école devait avoir de réaliser l'égalité sociale. Il disait que l'école allait être le premier mot d'une révolution sociale fondée sur l'idée d'égalité. Elle allait être, disons, la pierre fondatrice, la première pierre d'un système, d'une société égalitaire. Ce qui était en contradiction avec la fonction de reproduction sociale traditionnelle de l'école, telle qu'elle a toujours existé et telle que les républicains eux-mêmes, à la fin du XIXe siècle, la concevaient. Mmh. Alors, la sociologie durkheimienne, la morale durkheimienne, ne pouvait donc pas, à terme, constituer un ciment durable pour étayer, pour assurer la cohérence sociale de la nation. Bien, alors ça c'est donc il y a une volonté d'en finir avec cette conception, cette inspiration durkheimienne. Je vois que vous notez aussi en finir avec une conception intellectualiste et scientiste de la connaissance. Oui, tout à fait. Inspirée par une téléologie progressiste et démocratique. Alors, vous voyez, je vous dis aujourd'hui, hein, écoutez bien, amis, parce que
amis auditeurs, une téléologie. Est-ce que vous pouvez développer cette conception qui n'est peut-être pas... on appelle téléologie, une vision de l'histoire suivant laquelle l'histoire s'achemine vers une fin particulière. Oui, qu'il y a une fin. Or, les républicains, depuis la Révolution, affirment que la fin de l'histoire, la finalité de l'histoire, c'est la constitution d'une société parfaitement démocratique et égalitaire. Bon. Et c'est un peu ce projet que les républicains de la fin du 19e siècle en France ont repris, la constitution d'une société démocratique et égalitaire fondée sur l'école. Bon. Mais en même temps, ils reconnaissent à l'école un rôle de ventilation sociale fondé sur le mérite et sur l'intelligence, sur la raison. Alors, du coup, on a une contradiction intenable parce qu'il faut choisir entre l'acceptation d'une hiérarchie fondée sur le mérite et cette promesse, cette visée égalitaire. Et là, il y a une contradiction insurmontable. Une contradiction, une faille qu'on peut difficilement combler. Et on peut d'autant moins la combler que cette école républicaine évacue toute transcendance. Elle réduit l'homme à la raison. Nous sommes tous des individus dont toute la réalité n'est que la raison. Nous ne valons que par notre raison. Et nous sommes notre dignité siège dans notre raison. Et en quoi consiste cette raison? C'est l'intelligence. Bon, l'intelligence, comment la reconnaît-on? Eh ben, on la reconnaît au savoir. Alors, du coup, on a ce que j'appelle dans mes autres livres une équation fatale qui est dignité égale raison, égale intelligence, égale savoir, égale titres académiques. Autrement dit, pour être reconnu comme un homme digne de ce nom, pour un homme respectable, égal aux autres, il faut être intelligent, il faut être rationnel, il faut être intelligent, et il faut en même temps être pourvu d'une culture universitaire sanctionnée par diplômes, voilà. Oui, par des titres académiques. Mais ça ne peut pas être, ça ne peut être réservé qu'à quelques-uns. Ouais. Il y a une contradiction fondamentale de l'école républicaine entre sa visée égalitaire, sa promesse d'égalité, parce qu'elle la promet, et sa nécessaire et fatale fonction de ventilation des situations fondée sur un principe méritocratique qui est que ce sont les meilleurs qui réussissent. Alors qu'est-ce qui se passe? Ceux qui échouent, ils ont pas seulement l'impression de compromettre leur avenir, ils ont aussi l'impression d'être bêtes. Oui, d'être bêtes, d'être des sous-hommes, oui, d'être des sous-hommes, d'être des citoyens de seconde zone, des hommes de rang inférieur, des sous-hommes. Et ils ont l'impression à l'école, de jouer non seulement leur avenir, mais de jouer leur dignité. Oui. Et du coup, c'est ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle. Qu'est-ce que les gens vont demander? Ils vont demander à tous accéder aux registres les plus élevés du savoir, d'abord par intérêt, pour avoir la meilleure situation possible, mais aussi parce qu'il y va de leur dignité. Et cet aspect de l'école républicaine a joué un rôle absolument déterminant, selon moi, dans la dérive égalitariste qui a déferlé sur notre système éducatif durant la seconde moitié du XXe siècle. Oui, bon, on va pas parler de Payon, c'est pas le sujet, mais on aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. Alors, si vous voulez, on va... Oui, alors, pour en revenir à Vichy, c'est ce que la droite nationale, dans l'entre-deux-guerres, remettait en question. Oui. Alors, on va faire une petite pause, parce que on a dit ce qu'il fallait dire de l'école républicaine. Je vous signale donc que vous êtes à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et que dans le cadre du libre journal de la Promesse, nous nous entretenons avec Yves Morel pour son livre Pétain et l'école, dont on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a dit beaucoup de mal de l'école républicaine. On va voir s'ils l'ont fait mieux. Mais avant ça, on va écouter ces excellents Français qui étaient les excellents Français en 1939. Nous nous retrouvons donc avec Yves Morel et son livre Pétain et l'école, théories et réalités, 1940-1944. Si vous voulez, je vais vous donner les coordonnées
pour le commander. Ce livre vaut 26 € francs de port, et vous pouvez le demander à l'atelier Folfer, F-O-L-F-E-R, boîte postale 20 047, 28 260, Annette, A-N-E-T. Vous savez, Annette, c'est le château de Diane de Poitiers. Le téléphone, c'est le 06 74 68 24 40. Il y a un fax, 09 58 28 28 66. Et en tout état de cause, le plus simple, puisqu'il paraît que tout le monde maintenant a un ordinateur, c'est le site atelier-folfer, Folfer.com. Alors, nous avons dit du mal de l'école républicaine. Vichy arrive, tout va être formidable. On va réformer, ça marche. Eh ben, justement, non. Tout n'est pas si simple. Comme je vous le disais, les idées ne manquaient pas dans la droite nationale. Ce procès que je viens de faire à l'école républicaine, je ne suis pas le premier à le faire. Ni le dernier. Eh bien, ni le dernier, je pense. Oui. Et bien des auteurs, membres de l'instruction publique ou en dehors, l'ont fait au cours de la première moitié du XXe siècle. Bon, il y a des gens comme Hubert Bourgin, comme Pierre Dufresne, comme Croizat, comme Pierre Croizat, etc., qui l'ont fait aussi, ce procès de l'école républicaine, une école fondée sur une école dépourvue de morale transcendante, fondée sur une morale purement laïque, pétrie de contradictions, déchirée par une contradiction entre sa fonction de ventilation des situations et sa promesse d'égalité, son principe méritocratique et sa visée égalitaire, tout ça n'était pas très neuf. Et quelqu'un comme Serge Jeanneret. Oui, comme Serge Jeanneret aussi. Intéressant. Oui, Serge Jeanneret. Alors, qui était Serge Jeanneret? Serge Jeanneret un instituteur atypique. Oui, un instituteur tout à fait atypique. Effectivement, Serge Jeanneret est un instituteur. Il est né en 1911, Serge Jeanneret. C'est un instituteur, mais atypique en ce sens que, au lieu d'être radical socialiste ou socialiste comme la quasi-totalité de ses collègues, lui, il était d'Action française. Voilà. Il était d'Action française. Il est passé à l'Action française. Il n'a pas adhéré au syndicat national des instituteurs et au contraire, il a fondé un syndicat rival, un syndicat concurrent. Avec son frère. Oui. Qui était de mêmes idées. Oui. Son frère René Jeanneret, qui lui était devenu inspecteur de l'instruction publique. De l'enseignement primaire. Oui, de l'enseignement primaire, inspecteur de l'instruction publique. Et tous deux ont fondé un syndicat qui s'appelait l'Union corporative des instituteurs, l'UCI. Inspiré par les idées corporatistes de l'Action française. Et ils avaient d'ailleurs un journal. Oui, ils avaient un journal, effectivement. Qui s'appelait l'École française. Oui, l'École française, un journal un journal bien fait et intelligent, hein, très nourri. Qui va durer 5-6 ans. Oui, qui a duré jusqu'au de 1936 à 1939, mais qui était bien conçu, qui était intelligent. C'était pas du tout un ouvrage polémique. Et ce périodique critiquait l'école républicaine, mais avec mesure quand même. Il ne craignait pas d'en souligner certains éléments positifs. Donc Serge Jeanneret était un instituteur atypique en ce sens. Bon, il a critiqué la formation des instituteurs de son temps et comme beaucoup de gens de l'époque, il demandait que les instituteurs effectuassent des études secondaires académiques, que les instituteurs passent par le lycée puis par l'université, et que après seulement, ils reçoivent leur formation d'instituteur.
dans des écoles normales ou des instituts pédagogiques professionnels, des instituts spécialisés. Mais pour lui, l'essentiel, le point vital, c'était que les instituteurs devaient être nourris d'une culture académique, comme l'étaient les éléments de la bourgeoisie, les fils de la bourgeoisie, comme l'étaient les notaires, les avocats, les professeurs du secondaire, etc. Pour lui, c'était la seule façon de mettre fin à cette espèce d'idéologie républicaine sommaire, fondée sur une culture approximative, une culture purement primaire, qui caractérisait l'école ferriste, l'école telle que Jules Ferry l'avait instituée. Pour lui, c'était la seule façon de faire des instituteurs, disons, des notables, à égalité de statut culturel avec le médecin, l'avocat ou le notaire, pourquoi pas. Alors, c'était donc le seul moyen, par là, d'assurer l'unité de la nation et de permettre à ces instituteurs de dispenser un enseignement qui ne soit pas un enseignement du peuple pour le peuple avec une culture du peuple, mais l'enseignement de l'élite. Et du coup, c'était le moyen de retrouver un lien organique entre cette élite et le peuple. Pour lui, c'était il s'agissait pas d'opérer une révolution par l'accès de tous au savoir, mais au contraire, par l'accès de tous au savoir, de reconstituer l'unité nationale. Mais il n'était pas le seul. Il y avait un homme comme Pierre Dufresne aussi. Alors on va dire un petit mot rapide de Jeanneret parce qu'il est intéressant. Alors, Jeanneret, il est emblématique un petit peu de ce qui va se passer puisque il va quitter l'Action française. Oui, alors Jeanneret, alors Jeanneret pour partir au PPF. Jeanneret a été déçu par l'Action française qui était en train de s'enliser dans les années 30, qui avait perdu son dynamisme, qui s'essoufflait un peu intellectuellement, qui s'essoufflait et qui s'embourgeoisait en même temps. Et Jeanneret a préféré adhérer au PPF de Doriot, le Parti populaire français, en 1936. Et au moment de la guerre, eh bien, il s'est rallié au régime de Vichy, mais il a fait partie des collaborationnistes parisiens qui demandaient une collaboration plus poussée avec l'Allemagne et non pas un régime, disons, un régime poussif et cancré, comme l'était le premier Vichy. C'est intéressant parce que on voit cet homme qui avant-guerre n'a pas de mots assez durs contre la laïcité républicaine, le positivisme, le scientisme, mais attendez, l'anticléricalisme, et qui va au moment de 40 va trouver que il dit on peut pas faire porter aux instituteurs le poids de la défaite. Voilà. C'est intéressant comme position. Il a écrit un ouvrage en 1941 qui s'appelle La vérité sur les instituteurs. Et dans lequel il explique qu'effectivement on ne peut pas faire porter tout le poids de la responsabilité de la défaite aux instituteurs, effectivement, et qu'en fait ce sont les institutions républicaines elles-mêmes qui sont responsables de la défaite et non pas les instituteurs, non pas les seuls instituteurs. Alors, il va s'opposer à quelqu'un comme Chevalier, Jacques Chevalier. Il s'oppose au premier des ministres de l'éducation, de l'instruction publique de Vichy. Il s'oppose effectivement à Jacques Chevalier, à ses prédécesseurs, à Georges Ripert, à Émile Miraut, à Rivot aussi, et il demande la mise en place de ce qu'il préconisait, c'est-à-dire une formation académique classique des instituteurs. Alors, en 1940, les événements lui ont donné partiellement satisfaction, puisque par la loi du 18 septembre 1940, Georges Ripert, ministre de l'instruction publique, enfin secrétaire d'État plus exactement à l'instruction publique, du 6 septembre au 13 décembre 1940, Georges Ripert, par cette loi du 18 septembre 1940, a supprimé les écoles normales pour les remplacer par des instituts pédagogiques professionnels, en lesquels les instituteurs entraient
après avoir suivi des études classiques, des études au lycée, comme les enfants de la bourgeoisie, et après avoir accompli leurs humanités, si on peut dire. Alors donc ça lui donnait partiellement raison, mais cette réforme que un des successeurs de Ripert, Jérôme Carcopino, a mise en place par sa loi du 15 août 1941, cette réforme n'a pas donné les résultats escomptés, mais il faut dire qu'elle ne pouvait pas les donner immédiatement. Elle pouvait pas dans le temps et dans le... Oui, il fallait du temps. Il y a toujours... quand une innovation de taille a lieu, il y a toujours une période d'essuyage des plâtres, il y a toujours une période de rodage, il y a une période de difficulté, ça ne se fait pas tout seul. Et effectivement, on a mis les instituteurs, les élèves maîtres, comme on disait, au lycée, où d'ailleurs ils s'en sont bien tirés, mais au lycée, ils ont vite été ghettoisés, si on peut dire. Ils ont été mis à part, on leur a fait un programme à part, ils suivaient les mêmes matières que les autres, mais dans des conditions particulières. Ils formaient une catégorie à part, et les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous, mais il faut quand même préciser que ça ne signifiait pas que la réforme était mauvaise en soi. Il aurait fallu lui donner du temps pour qu'elle portât tous ses fruits. Oui. Mais enfin, Jeanneret, pour en revenir à lui, a constaté l'échec dans l'immédiat, et du coup il a été extrêmement critique à l'égard du régime de Vichy. On va le retrouver parce qu'en 42 il y aura une rupture, mais je crois que d'abord il faut que nous partions pour l'Olympia, pour Bobino. Bobino. Nous nous retrouvons donc avec Yves Morel. Vous êtes à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, dans le cadre du Libre Journal de la Promesse, et nous parlons de ce livre. Vous l'avez senti, je pense, déjà pendant cette première partie de l'émission. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble, le temps passe vite quand même. C'est un livre dru qui, par-delà la simple étude de Pétain et l'école, théories et réalités, nous montre une réalité du régime de Vichy, parce que ce que nous décrivons de l'école, nous pourrions le dire de beaucoup d'autres pans de la société à ce moment-là, avec des gens véritablement, parfois, adversaires. Tout à fait. Alors, on retrouve un petit peu notre Serge Jeanneret, qui en 42... en 40... il a été intégré avec Abel Bonnard, par Abel Bonnard. Serge Jeanneret, je disais, Serge Jeanneret a été très critique au sujet de la mise en œuvre de la réforme Ripert-Carcopino de formation des instituteurs du 15 août 1941. Mais à mon avis, il a été un peu injuste dans la mesure où il aurait fallu, pour que cette réforme réussisse, il aurait fallu du temps. Et ça, il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Alors, Jeanneret, comme vous disiez, a été, étant membre du PPF, il est devenu chef adjoint de cabinet, directeur adjoint de cabinet d'Abel Bonnard, lorsque les collaborationnistes durs sont arrivés au pouvoir en avril 1942 avec le retour de Laval au gouvernement. Alors on va dire un petit mot, parce que là il y a une rupture, au fur et à mesure que les affaires se passent moins bien pour l'Allemagne nazie, ça se durcit du côté des collaborationnistes. Oui, tout à fait. Alors Abel Bonnard donc était lui aussi. Abel Bonnard est un écrivain français de la première moitié du XXe siècle, né en 1883 et mort en 1968, qui a eu une œuvre extrêmement variée, des poèmes, des essais, des voyages, et Abel Bonnard, membre de l'Académie française, avait lui aussi commencé par être membre de l'Action française, mais par la suite, comme Jeanneret,
Il était issu d'un milieu très différent, évidemment. Oui. Mais comme Jeanneret, Bonnard a opté pour le PPF, le Parti populaire français de Doriot. Et Bonnard, devenant ministre de l'Éducation nationale le 18 avril 1942, avec le retour de Laval au pouvoir, Serge Jeanneret devient son directeur adjoint de cabinet. Seulement, voilà, à ce moment-là, Jeanneret ne croit plus tellement à l'avenir du régime de Vichy. Oui. Il constate que les Français sont plus divisés que jamais entre résistants et collaborateurs. Qui se déchirent qui se déchirent et vont se déchirer de plus en plus dans des luttes sanglantes, que le sort de la guerre est de plus en plus défavorable à l'Allemagne. Et puis il constate aussi, il est très déçu par Abel Bonnard, qui est un ministre. Abel Bonnard est un ministre qui déclame beaucoup, qui parle beaucoup, qui envoie un grand nombre d'injonctions, d'arrêtés et de circulaires, mais qui agit peu finalement, qui n'a aucune politique réellement constructive. Et Jeanneret, déçu et persuadé que le régime n'a plus d'avenir, démissionne en juin 1942, simplement 3 mois, même pas 3 mois après sa nomination. Et Jeanneret, par la suite, va devenir un résistant. Il est devenu résistant, mais attention, un résistant d'une espèce très particulière, parce qu'il ne rompt pas avec le PPF de Doriot, il en reste membre, oui. Il ne renie pas son passé, mais il intègre quand même un réseau de résistance, le réseau Alliance, dirigé par Marie-Madeleine Fourcade, justement... qui regroupe des gens de la droite nationale. Qui regroupe des gens de la droite nationale. Oui, absolument. Et Jeanneret, donc, termine la guerre dans le camp de la résistance. Alors, par la suite, Jeanneret n'a jamais évolué politiquement. Oui. Il est toujours resté dans le cadre de la droite nationale. Il sera poujadiste dans les années 56. Oui, dans les années 50, il a fait partie du mouvement Poujade, Union et Fraternité française. Par la suite, il a soutenu les comités Tixier-Vignancourt. Absolument. Et enfin, à la fin de sa vie, il est devenu membre du Front National. Oui. Et Jeanneret est mort en 2000 à l'âge de 89 ans. Oui. Et il avait lancé une revue qui était intéressante, dont je me souviens, qui s'appelait L'Éducateur moderne, dans les années 60. Tout à fait, effectivement. Oui. Effectivement. Oui. Alors, je crois qu'à ce point, il faut parler d'Abel Bonnard, parce que Abel Bonnard représente vraiment le type même... Alors, c'est un notable, hein. Oui, c'est un écrivain. Abel Bonnard est de l'Académie française. Il est, il est le fils du comte Primoli, le fils naturel du comte Primoli, qui est un descendant des Bonaparte. Autrement dit, Abel Bonnard a une ascendance impériale. Il s'appelle Bonnard parce que sa naissance naturelle n'étant pas acceptée par la famille des Bonaparte, sa mère a dû épouser un homme quelconque, un fonctionnaire, un prête-nom qui s'appelait Bonnard et qui était directeur de l'administration pénitentiaire dans le département de la Vienne. Ce qui fait que Bonnard est né à Poitiers en 1883 et qui porte le nom de son père adoptif. Alors c'est un dandy, un esthète dandy. C'est un esthète et un dandy, tout à fait. C'est un homme du monde. Rien à voir avec un instituteur comme Serge Jeanneret. Oui. C'est quelqu'un qui a écrit, comme je vous le disais, des poèmes, qui a écrit des essais, qui a écrit des récits de voyage, qui a beaucoup voyagé, qui a énormément voyagé. Il a fait le tour du monde, Abel Bonnard. C'est quelqu'un donc... Alors, je vous coupe tout de suite parce que on a nos auditeurs. Quelqu'un nous dit, ne faudrait-il pas tout de même rappeler qu'une grande partie des résistants de la première heure venaient de l'Action française et beaucoup de ses membres furent détournés du nazisme et du communisme par l'école maurassienne. Merci, chère auditrice, mais je pense qu'Yves Morel et moi, nous en sommes intimement persuadés. Oui, nous le savons, nous venons de cette école plus ou moins. Donc nous savons ce que Maurras, ne serait-ce que par sa germanophobie, comme disaient ses ennemis, a tenu à l'écart bien des Français de cette tentation collabo suicidaire. On l'a vu par la suite.
Alors, on revient à notre Bonnard. Oui, nous revenons à Bonnard. Alors, je disais donc, Bonnard a écrit quantité d'ouvrages de nature extrêmement différente. Et entre autres, en 1926, il a publié chez Hachette un éloge de l'ignorance, un ouvrage très bref, hein, qui a été très critiqué, et dans lequel il prend exactement le contre-pied de l'école républicaine, de l'idéal républicain, fondé sur les Lumières, la connaissance, fondé sur l'idée suivant lequel l'homme est fait pour s'émanciper et accéder à la liberté et à la démocratie égalitaire par la connaissance, par la science. Bonnard prend le contre-pied de cette idée et il estime que l'homme n'est pas fait pour connaître. Un peu comme Nietzsche, il y a un côté nietzschéen chez Bonnard. Il estime que l'homme n'est pas au monde pour connaître, et que son destin n'est pas une visée démocratique et égalitaire. Son destin, il est tragique. L'homme est ici-bas, non pas pour souffrir, comme diraient des chrétiens, mais pour assumer un destin qui est marqué par une ambiguïté douloureuse, et pour faire en sorte que ce destin soit aussi héroïque et aussi esthétique que possible. Il estime que la connaissance éclaire l'homme, qu'elle le soulage de ses misères, qu'elle améliore sa condition, mais qu'elle est impuissante à fonder une société et impuissante à résoudre tous les problèmes. Alors, ce qui est intéressant, il estime que la part d'ignorance chez l'homme est toujours infiniment supérieure à sa connaissance et elle a pour fonction justement de relativiser cette connaissance et de rappeler à l'homme que ses conquêtes très réelles et très méritoires sur l'ignorance sont toujours partielles et ne résolvent pas, ne modifient en rien sa condition. Mmh. C'est ce que Bonnard essaye de faire comprendre. Et à partir de là, il fait le procès de l'école républicaine qui, elle, veut transformer l'homme et la société par la connaissance et par la science. Et Bonnard prend le contre-pied de l'idée suivant laquelle l'homme ne vaut que par la raison, que par l'intelligence, que par le savoir et que par des titres académiques. Dans Les Modérés, un autre de ses ouvrages... Son ouvrage peut-être le plus connu. Dans Les Modérés, il dit l'homme a plus d'une façon de valoir son prix. Et il estime que l'élite de l'intelligence est une forme d'élite, mais ce n'est pas la seule. L'élite doit être plurielle. Il y a non pas une élite, mais des élites. Et surtout, il y a cette idée forte chez Bonnard que le destin de l'homme est un destin tragique, un destin qui doit être héroïque, et non pas un destin qui doit être banal, qui doit être hédoniste ou démoniste, etc. Alors il y a ce côté que vous avez manifesté, qui est sensible dans un de ses livres, qui s'appelle Les Royautés, très nietzschéen, bien sûr. Tout à fait. Qui va faire qu'il va se découvrir une sensibilité germanique. Je crois que vous prononcez même le mot gothique à un moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui va expliquer, on va appeler ça sa dérive de plus en plus évidente vers cette Allemagne. D'abord admiré sur un plan esthétique. On a dit que c'était un esthète. Hein. Il habite pas comme Serge Jeanneret dans une petite maison d'instituteur, là encore. Hein. Il vit avenue Mozart, il vit rue de la Pompe. Il collectionne des étoffes, il collectionne des estampes, il collectionne des bibelots, il fréquente le grand monde, la princesse Bibesco, Anna de Noailles, etc. Oui. Hein, et il est assez riche pour vivre sans travailler. Voilà. Alors, que vient-il faire dans cette galère de l'éducation nationale? Oui, justement. Alors, puisqu'il n'en a pas besoin. Oui, il n'en a pas besoin. Alors, il faut savoir que Bonnard a effectué des études, comme tous les enfants de sa classe, des études secondaires.
qu'il a voulu, il a effectué des études supérieures, il a eu une licence de lettres, il a fait l'école du Louvre aussi, à Belbonard, mais il a envisagé pendant un moment, quand il était très jeune, une carrière universitaire. Il a tenté le concours d'entrée à Normal Sup, mais il a échoué. Il a échoué, finalement il a renoncé, mais il ne se sentait pas vraiment la vocation. En revanche, il a très bien connu, il a été l'ami de Jérôme Carcopino, grand historien, et lui aussi ministre de Vichy, ministre de l'Éducation nationale de Vichy. Oui. Il a été le grand ami de Jérôme Carcopino, normalien, agrégé, docteur ès lettres, et Jérôme Carcopino l'avait invité à faire des conférences, devant un public très réduit d'ailleurs, à l'école française de Rome. Alors, oui. Oui. Non, je vous laisse continuer parce que Bonnard est un personnage important. On a dit. Alors vous disiez, que vient-il faire dans cette galère? Oui, effectivement, c'est un homme qui est totalement étranger à l'éducation nationale, au monde universitaire. Et pourquoi finalement va-t-il se retrouver ministre de l'éducation nationale alors que au contraire de ses prédécesseurs à ce poste sous Vichy, qui sont tous universitaires, lui ne l'est pas du tout. Ne l'est pas du tout. Tout simplement parce que il est persuadé que la reconstitution de l'unité nationale française et surtout la constitution d'une France nouvelle passe justement par une réforme totale de l'éducation. Il faut en rompre avec l'idéal républicain, l'idéal scolaire républicain, idéal rationaliste et intellectualiste, idéal abstrait, idéal positiviste, idéal fondé sur le culte de la seule intelligence, et au contraire mettre en place une institution fondée sur l'éducation de la sensibilité, sur l'éducation de la morale et sur la préparation des hommes à une solidarité nationale, à une solidarité communautaire nationale. Alors, à certains égards, Abel Bonnard, en prenant le contre-pied de l'école républicaine, en arrive à des conceptions pédagogiques, des conceptions éducatives. Il va très loin parce que il connaît Maurras, il va accuser Maurras dans le fond d'être un libéral laïque à un moment, d'être un bourgeois républicain. Ce qui reproche, il va devenir révolutionnaire. Ce Bonnard. Ce qui reproche à Maurras, à l'Action française des années 30 et à une bonne partie de la droite nationale des années 30, c'est finalement d'être des républicains modérés, l'idéal laïque et démocratique en moins. Voilà. Des républicains sans la laïcité ni la démocratie parlementaire. C'est ce qu'il leur reproche. Mais surtout, Bonnard, en critiquant l'école républicaine, arrive à des conceptions que ne désavoueraient pas ce qu'on appelle les pédagogistes d'aujourd'hui. Oui. Par exemple, il édicte pas mal de circulaires contre le surmenage scolaire, contre la surcharge des programmes et des examens. Il réclame que les programmes scolaires soient allégés, visent à l'essentiel et visent à faire, comme il disait après d'autres, des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines. Bien sûr. Il dit que le cerveau d'un jeune homme n'est pas un tiroir dans lequel on entasse beaucoup plus de choses qu'il n'en peut raisonnablement contenir. Il dénonce donc l'obsession de la réussite aux examens. Il réclame de la part des examinateurs une plus grande attention à la psychologie et à la morale de l'élève, et il relativise la portée des examens. Il dit en 1942 dans une de ses circulaires que échouer à un examen, c'est lui qui parle, échouer à un examen ne doit pas être interprété comme le signe qu'on est bon à rien, mais comme le signe qu'on est bon à autre chose. Et il demande une réforme de l'éducation, mais il ne la fait pas, c'est là le drame. Il espère une réforme de l'éducation dans laquelle l'éducation serait fondée
sur la psychologie de l'élève, sur la connaissance des stades du développement moral de l'élève, une éducation presque de type rousseauiste à certains égards. Bonnard est extrêmement moderne à certains égards, tant il critique l'école républicaine. Et le malheur, si on peut dire, c'est que il s'agite beaucoup, il parle beaucoup, il édicte maintes circulaires, mais il n'effectue aucune réforme. À l'opposé de ses prédécesseurs, qui tous avaient essayé de réformer sérieusement l'éducation nationale. Et puis on peut pas ne pas le dire, il a une réputation de mœurs, aussi bien du côté d'ailleurs à Londres, on le fustige pour ça, et à Vichy aussi. Oui, alors il est réputé homosexuel. À cette époque, avec la fameuse Gestapette. Voilà. Oui, à cette époque, on était loin de vouloir marier les homosexuels. Oui. Et d'ailleurs, les plus grandes attaques que j'ai relevées contre lui sur ce fait-là viennent en partie des réactionnaires entre guillemets de Vichy, mais beaucoup plus de Londres. Oui, tout à fait. Londres. Mais à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une calamité, une malédiction, un vice infamant. Un vice infamant, mais dans tous les camps, aussi bien à l'extrême gauche, les partis politiques. Et Bonnard a été critiqué à ce sujet, mais il faut quand même noter sur ce point on n'a jamais pu établir qu'il était réellement homosexuel. Il est vrai qu'il était. Il était imprudent au moins. Quand même. Il portait des cravates mauves, des cravates rouges, des cravates rouges, des costumes roses. Il avait pris comme conseiller un playboy. Oui, il avait pris un joli garçon. Il avait pris un beau et jeune garçon comme conseiller qui avait des poses plus ou moins lascives. Oui. Il avait ses costumes roses, il était dandy, il était esthète. En plus, il était petit, fluet, et il avait une voix pointue, un peu efféminée. Oui, alors, évidemment, il prêtait facilement à la moquerie, à la critique. Mais enfin, voilà cet homme qui devient national-socialiste. Oui, il est devenu national-socialiste. Il adhère au groupe de Chateaubriand. Oui. Collaboration. Groupe Collaboration. Qui était en fait manipulé par Abbesse, comme on le sait. Tout à fait. Et par De Brinon, qui était orchestré par Fernand de Brinon. Mais il faut dire que Abel Bonnard, qui venait de l'Action française, dans les années 30, s'était converti à une vision germaniste de la civilisation. Oui, j'aime bien le mot que vous dites, gothique même. Oui, gothique. Et effectivement, il était fasciné par la germanité. Il était tout à fait fasciné par la germanité, et il était convaincu que le national-socialisme hitlérien était l'avenir de l'Europe. Et il en était convaincu à tel point qu'il s'est persuadé que de toute façon, l'Allemagne gagnerait la guerre. En 1942, alors que il devient évident que l'Allemagne commence à perdre la guerre et qu'elle la perdra de plus en plus, lui, il reste persuadé qu'elle va la gagner, et il dit que la collaboration, on assiste à la ruée des convives sur le festin. Et il dit, si nous ne voulons pas être les convives, nous serons le festin, nous serons le menu. Alors lui est persuadé qu'il y va de l'intérêt de la France, de s'engager à fond dans la collaboration, et que seulement s'abstenir, c'est déjà faire preuve de lâcheté, voire de trahison. Alors ça, c'est le drame de Bonnard. Il s'est engagé à fond dans la collaboration. Puis il va aller jusqu'à Sigmaringen. Oui. Il l'a payé extrêmement cher, puisqu'il a été radié de l'Académie française. Il est condamné à mort. Il a été condamné à mort par contumace. Il n'est pas là. Il passe en Espagne, je crois. Il est passé en Espagne, mais en Espagne, il a vécu très pauvrement à Madrid. D'abord, il a été emprisonné pendant 1 an par le régime de Franco. Oui. Il a vécu très pauvrement à Madrid. Il publiait des petits articulets pour une revue, pour des feuilles de chou, la revue, une petite revue Madrid. Oui, Madrid, pour Madrid, oui. Mais il vivait dans un taudis. Il est revenu en 1958 parce qu'il voulait dire sa vérité. Et il est arrêté tout de suite. Il a été arrêté, mais il a été aussi relâché tout de suite. Oui. Il est passé en haute cour en 1960, et là,
on s'est aperçu que finalement, il y avait très peu de charges contre lui, et il a été condamné simplement à 10 ans de détention. De bannissement. De bannissement, de bannissement, à compter du 19 août 1945. Ce qui fait que la peine était prescrite. Oui, elle était faite. Et en plus, le tribunal, la haute cour, l'a reconnu fondé à réclamer des dédommagements pour la saisie de ses biens en 1945. Une réparation matérielle. Oui, réparation matérielle. Mmh. Bon, en fait, Bonnard, à l'époque, avait déjà 77 ans, en 1960. C'était un homme brisé, c'était un homme épuisé, c'était un homme au bout du rouleau, comme on dit. Et bon, il n'a pas saisi cette occasion de réclamer un dédommagement à l'État. Il est reparti il est reparti en Espagne et il est mort en 1968. Alors, on va marquer une petite pause musicale et se retrouver pour attaquer, j'allais dire dernière demi-heure, et non, les dernières 20 minutes. Alors, nous nous retrouvons pour quasiment le dernier quart d'heure de notre émission. Vous êtes à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et avec Yves Morel, nous nous entretenons autour et au pourtour de son livre « Pétain et l'école, théories et réalités, 1940-1944 », publié à l'atelier Folfer. J'ai un auditeur qui me signale le mot « monde » en théologie signifie qui n'est pas lumière. Mais on n'a pas parlé de théologie, on a parlé de théotologie. Téléologie. Téléologie, oui. Ça. Non, il n'est pas question de théologie. Non, pas du tout. Téléologie. Voilà. Et puis donc, voilà, téléologie, je lis. Sans H. Voilà, c'est ça, bien sûr. On lit les messages de nos auditeurs, mais là, je crois que c'est à côté, ou alors on a glissé sur quelque chose. Oui. Alors, nous nous retrouvons. On abandonne ce pauvre Abel Bonnard et on va parler du plus important, finalement. C'est quand même Jérôme Carcopino. Oui, Jérôme Carcopino. Qui est un monsieur. Oui, alors Jérôme Carcopino, effectivement, sous Vichy, nous ne l'avons pas dit, il y a eu 6 ministres de l'Éducation nationale en tout. Il y a eu Albert Rivaux du 16 juin au 12 juillet 40. Tout de suite après, on a eu Émile Miraut du 12 juillet au 6 septembre 40, toujours. Et puis après 6 septembre, 13 décembre. Après 6 septembre, 13 décembre, c'est Georges Ripert. Ça allait vite, hein. Après 13 décembre, du 13 décembre 40 au 24 février 1941, on a Jacques Chevalier. Et après, à partir du 25 février 1941 et jusqu'au 18 avril 1942, on a Jérôme Carcopino. Et après, on aura Abel Bonnard. Abel Bonnard est celui qui est resté le plus longtemps. Alors, Jérôme Carcopino est effectivement le plus connu et le plus important des ministres. Alors, le plus connu parce que c'est un très grand historien. Et là, il vient du Moule, lui. C'est l'école normale supérieure. Lui, Jérôme Carcopino, lui, est un ancien normalien, effectivement. Agrégé. Il est agrégé, docteur ès lettres. Il a été professeur à la Sorbonne. Il a été directeur de l'école française de Rome. Et en 1940, il a été nommé directeur de l'école normale supérieure et recteur de l'académie de Paris. Mmh. Bon, c'est donc un universitaire d'une importance considérable. Et les Pieds Noirs se souviennent, les plus anciens, il a été à la faculté d'Alger. Oui, tout à fait. 1911 ou 12. Oui, 1911, 1913. Ouais. Et il a été longtemps aussi inspecteur général des antiquités algériennes. Voilà, exactement. Ça, je l'ai oublié. Bon, oui. C'est un romaniste éminent, c'est un très grand historien. Et c'est intéressant parce que vous parlez de l'inspecteur adjoint des antiquités algériennes. Jusqu'en 1913, c'est un titre qui avait été créé spécialement pour lui. Inventé spécialement pour lui, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors... c'est un très grand historien de la fin de la République romaine. C'est un homme qui fait son devoir en 14. Oui, tout à fait. Il s'est distingué notamment aux Dardanelles. Oui. Il a fait une belle guerre de 14, effectivement. 2 citations, Légion d'honneur. Bon, je précise que il est devenu membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1937 et par la suite. Il est devenu, mais en 55, il a été élu à l'Académie française. Bon, alors Jérôme Carcopino est également le plus grand
des ministres de l'Éducation nationale de Vichy, parce que c'est le seul qui ait pu faire une politique d'ampleur. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, il a réformé profondément l'enseignement secondaire. Alors concernant l'enseignement secondaire, il est revenu sur la gratuité. Alors l'enseignement secondaire avait été rendu progressivement gratuit par des lois de finances de 1927 à 1930. Un examen d'entrée en 6e avait été créé en 1934 pour endiguer le flux des nouveaux élèves. Carcopino, lui, a fait deux choses. Il est revenu sur la gratuité. Il a supprimé la gratuité à partir de la 3e, il l'a laissé subsister de la 6e à la 3e inclus. Mais seconde, première, terminale, ça redevenait payant. Oui. Et il a remplacé l'examen d'entrée en 6e qui était très facile. Hein. C'était à peu près 80% des candidats et y réussissaient. Il l'a remplacé par un examen beaucoup plus sélectif qui était le diplôme d'études primaires préparatoires. C'est un diplôme que chaque élève de la fin de l'école primaire devait obtenir, un examen que chaque élève devait passer pour pouvoir rentrer en 6e. Mais celui-ci était beaucoup plus... c'était un vrai examen. C'était un véritable examen. Et là, seulement le quart ou le tiers des élèves y réussissaient. Donc, il a rendu plus sélective l'entrée en 6e. Bon, il a réorganisé également les cycles d'enseignement. Il a créé 4 cycles d'enseignement, latin-grec, latin-langue, latin-sciences et enseignement moderne sans latin. Bon, il a transformé en collège moderne, c'est-à-dire intégré à l'enseignement secondaire les enseignements professionnels, les écoles normales professionnelles, les écoles primaires supérieures, les écoles nationales professionnelles, les écoles professionnelles du commerce et de l'industrie. Il en a fait autant de collèges modernes ou de collèges techniques. Ce faisant, c'était intéressé parce que ces écoles, ces enseignements spécialisés relevaient du primaire et il les a donc enlevés au primaire pour les intégrer au secondaire, ce qui était une façon de retirer au primaire plébéien, démocratique, ses plus beaux fleurons. Oui. Bon, il a distingué nettement les collèges et les lycées. Alors, les collèges allaient seulement de la 6e à la 3e. Les lycées, à l'époque, allaient de la 6e jusqu'à la terminale. Oui. Et il a fait en sorte que, de préférence, les enseignements les plus classiques soient réservés au lycée. Bon, par ailleurs, Carcopino a donné une réalité concrète à la réforme Ripert du 18 septembre 1940 qui créait les instituts pédagogiques professionnels. Bon, Ripert avait lancé par la loi du 18 septembre 1940 cette réforme, mais il n'avait pas eu le temps de la mettre en place et son successeur Jacques Chevalier n'avait pas fait grand-chose. Et c'est Carcopino qui a réellement... Il se démarqué de Ripert et de Chevalier très vite, tout de suite. Il se démarque tout de suite. Oui, tout de suite. Oui. Alors, donc, il a créé il a véritablement créé ces instituts pédagogiques professionnels qui étaient projetés depuis cette loi du 18 septembre 1940 et qui passaient par l'envoi des élèves maîtres instituteurs au lycée pour faire leurs humanités. Oui. Il a donc créé un certain nombre de choses et il me semble que j'oubliais quelque chose concernant Carcopino. Ce qu'il a parmi... on a parlé de la création du diplôme d'études primaires préparatoires, le DEPP. Tout à fait, oui. Ah oui, j'oubliais, il a recréé, mais bon, ça, il a... après,
il a fait comme un de ses prédécesseurs, Émile Miro, il a recréé les petites classes du lycée. Parce qu'il faut savoir que... Il y avait ce qu'on appelait le petit lycée. Oui, le petit lycée. Hein. C'est-à-dire que voilà. À vrai dire, les ordres d'enseignement ne constituaient pas des étages différents d'un même système scolaire. Il consistait en des ordres cloisonnés et séparés. Bon, le primaire était l'école du peuple, le secondaire était l'école de la bourgeoisie, et les enfants de notables, les enfants de la bonne bourgeoisie, effectuaient leur scolarité primaire non pas à l'école communale comme les autres, mais au lycée, dans ce qu'on appelait les petites classes des lycées. On appelait ça le petit lycée. Et ces classes ne portaient pas les mêmes dénominations que celles de l'école primaire Ferris, cours préparatoire, cours élémentaire, etc. Elles s'appelaient 11e, 10e, 9e et jusqu'à la 7e inclus, qui précédait la 6e. Et elles avaient des maîtres, l'enseignement était assuré par des maîtres spécialisés qui n'étaient pas des instituteurs. Bon, diverses réformes avaient supprimé ce petit lycée au cours des années 30. Miro l'avait rétabli, c'était un peu resté lettre morte, mais Carcopino donne à ce rétablissement une réalité. Bon, ah oui, alors, vous disiez que Carcopino se démarque de Chevalier. Effectivement, Chevalier, lui, avait tenté d'ouvrir une brèche importante dans cette forteresse laïque qui était l'école. Il avait permis... il avait réintroduit l'enseignement des devoirs envers Dieu, et il avait réintroduit l'enseignement religieux assuré par un prêtre à l'école comme matière optionnelle. Bon, alors le curé pouvait venir à l'école, assurer son enseignement, mais quand même la loi prévoyait que le curé venait à l'école seulement s'il ne disposait pas de locaux propres pour cet enseignement. Il reste que cet enseignement était un enseignement optionnel. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas le choisir, mais alors à ce moment-là, il fallait choisir un autre enseignement. Alors Carcopino, lui, a supprimé cet enseignement, il en a fait un enseignement facultatif, et assuré par le curé uniquement en dehors des locaux scolaires. Bon, la réforme Chevalier avait mécontenté beaucoup de monde, il faut dire ce qu'il est. On ne l'a pas dit, mais Carcopino, qui est né à Verneuil-sur-Avre... Oui, il est né à Verneuil-sur-Avre, une famille d'origine corse. Oui, il a fait un livre très intéressant d'ailleurs, une étude de Verneuil-sur-Avre. À la veille de la Révolution. Il était d'une famille corse et d'un père qui était un républicain des réfusards. Oui, son père était un républicain convaincu, qui plus est un républicain progressiste, et son père, effectivement, n'avait pas du tout des idées conservatrices. Et son père était médecin. Son père était médecin. Et son père a été un des fondateurs. Oui, je vous fais signe, il nous reste 2 minutes. Oui, enfin, c'est Sandrine qui me fait signe en plus. Son père a été un des fondateurs avec De Molin de l'école des Roches. Alors en 2 mots, puisqu'on a en un mot. Oui, en un mot. L'école des Roches. Alors l'école des Roches de De Molin, était une école originale. Alors De Molin était un pédagogue d'avant-garde, mais il ne suit pas de là qu'il était gauchiste. Au contraire, il était catholique, traditionnaliste, anti-Dreyfusard et anti-républicain et monarchiste. Mais il a fondé une école de type rousseauiste, si je puis dire. Vous voyez qu'il y a 1h30, vous me disiez oh c'est long. Non, c'est pas long. Mais je crois qu'Emmanuel Ratier, je ne sais pas s'il m'entend, mais on le lui dira, m'avait demandé vos coordonnées, comme on dit aujourd'hui, pour vous inviter aussi, parce que ce livre est foisonnant. Vous voyez que sur Carcopino, on aurait pu faire toute l'émission. Alors, je rappelle le titre, Yves Morel, Pétain et l'école, théories et réalités, 1940-1944. Vous pouvez vous procurer ce livre au prix de 26 € francs de port à l'atelier Folfer. Je vous dis à tous, à dans 15 jours et que Dieu nous garde jusque-là au moins.